La Russie a dû penser qu'elle avait tout vu en Crimée. La forteresse était déjà devenue un handicap, car les drones ukrainiens ont ruiné la logistique, anéanti le transport maritime, et semblaient survoler toute la Crimée chaque nuit pour détruire les défenses aériennes, les dépôts et d'autres cibles. Mais la Russie devrait savoir maintenant que l'Ukraine a toujours plus d'un tour dans son sac. Ce que nous venons de voir était un gros coup. Des plongeurs de l'unité Oméga d'Ukraine viennent de réaliser l'impensable. Opérant loin derrière les lignes ennemies, ils ont accompli quelque chose dont un scénariste hollywoodien serait fier d'avoir eu l'idée. Et cela indique à la Russie que la bataille pour la Crimée s'est intensifiée. L'Ukraine ne frappe plus seulement à distance. Elle peut faire entrer des gens sur la péninsule. Nous allons commencer par les bases. Le 17 juillet, on a appris que l'Ukraine avait réussi une nouvelle attaque contre la base aérienne de Saki, en Crimée. C'était la 4e attaque contre Saki en l'espace d'un mois. Et elle a causé de nombreux dégâts. Les opérateurs ukrainiens avaient attendu leur moment pour frapper. Plutôt que d'essayer d'attaquer les avions russes alors qu'ils étaient cachés dans des hangars, les opérateurs ukrainiens ont laissé ces avions rouler sur la piste. Faux espoir pour les dupes russes. Alors que l'Ukraine attendait, un Su-24M est sorti sur le tarmac. Il allait décoller quand les drones ukrainiens ont frappé. Deux ont touché le Su-24M lors d'une attaque précise, montrant l'efficacité croissante des drones ukrainiens. Le premier a touché le nez du Su-24M, le brisant en morceaux. Le pilote, à quelques centimètres, observait. Alors que le nez se désintégrait, un second drone ukrainien a touché les réservoirs de carburant, détruisant le chasseur russe. Les images ont déjà été partagées. Il ne fait aucun doute que l'Ukraine a réussi ce qu'elle a affirmé avoir fait. Nous pouvons voir l'un des drones ukrainiens avec le Su-24M dans sa ligne de mire, descendre rapidement, puis toucher sa cible. D'un seul coup, les opérations aériennes russes en Crimée sont devenues plus coûteuses. Car le Kremlin doit se dépêcher de trouver un avion de chasse à envoyer sur la péninsule assiégée pour remplacer le Su-24M qu'il vient de perdre. Mais c'est pas le vrai sujet. Aussi impressionnante que soit la 4e frappe contre Saki en un mois, si l'on s'en tient à l'essentiel, cette attaque différait de tout ce que l'Ukraine avait fait en Crimée auparavant. Normalement, nous vous parlerions de drones lancés depuis le continent, ou peut-être depuis la plateforme de drones maritimes en mer Noire, quand on parle de ce type de frappe. Pas cette fois. Le dernier succès de l'Ukraine ne vient pas de ses opérateurs de drones habituels. Dans une histoire digne d'un film, l'Ukraine a déployé des plongeurs de combat en Crimée pour attaquer la base aérienne de Saki. Ces plongeurs sont membres du centre des forces spéciales Oméga de la garde nationale ukrainienne. Et ils sont formés pour mener des missions que le soldat ukrainien moyen n'est pas équipé pour accomplir. Oméga est spécial. Bien qu'il soit rarement mis en avant dans la guerre de l'Ukraine contre la Russie, les opérateurs d'Oméga comptent parmi les meilleurs des meilleurs que l'Ukraine puisse offrir. Le centre des forces spéciales, qui porte le nom d'Oméga, compte 8 détachements. Tous également appelés Oméga, en référence à la cohésion de l'unité et à sa capacité à rester dans l'ombre. La mission d'Oméga est simple, garantir la sécurité et la défense nationale en luttant contre le terrorisme et en repoussant l'agression armée contre l'Ukraine. Dans le contexte de la soi-disant opération militaire spéciale de Poutine, ce qui signifie en gros trouver tout ce qui est russe et le détruire. Seuls les agents d'élite ukrainiens intègrent Oméga. On estime que le centre compte entre 501 et 1500 membres du personnel, selon les rapports de Military Land, et chacun de ses membres est un spécialiste hautement qualifié. Les parachutistes, experts en guerre mécanisée et d'autres qui ont passé leur carrière à s'entraîner pour des situations très spécifiques, trouvent leur place dans Oméga. Et il y a aussi les plongeurs de combat, les vedettes du spectacle de Saki. Nous ne savons pas grand-chose sur la nature précise de l'opération qu'Oméga a menée à Saki. Cela fait partie du jeu. Un centre comme Oméga ne va pas révéler chaque aspect d'une opération clandestine après coup. Une stratégie qui a marché une fois peut marcher de nouveau si la Russie ne sait pas exactement comment elle a été mise en œuvre. Mais nous en savons un peu, grâce à une publication sur Telegram du commandant de la garde nationale d'Ukraine, Alexander Pivnenko. Dans sa publication du 16 juillet, Pivnenko a déclaré « Nos forces spéciales du centre d'opération spéciale Oméga ont détruit un bombardier russe Su-24M sur la base aérienne militaire de Saki, en Crimée temporairement occupée. L'opération réussie a été menée par les plongeurs de combat du centre d'opération spéciale Oméga, qui ont une fois de plus confirmé leur capacité à effectuer des frappes de haute précision sur des cibles ennemies loin derrière leur ligne. Le média United 24 rapporte que l'opération a pris 3 semaines de préparation, et qu'elle a été menée avec l'aide de la force aérienne et du service de sécurité de l'Ukraine.
Pivnenko a ensuite partagé quelques détails sur l'opération. La cible a été identifiée quelques jours avant l'assaut des plongeurs. La garde nationale savait que la Russie avait un Su-24M à Saki, probablement utilisé pour tirer des missiles sur l'Ukraine continentale. La planification a suivi, alors que les forces spéciales Omega préparaient une opération qui les verrait infiltrer la Crimée elle-même, d'où ils lanceraient des drones pour viser le Su-24M. Au-delà de cela, nous ne pouvons que faire des suppositions à partir de ce que nous savons du travail des plongeurs de combat. Ces plongeurs auraient dû être envoyés en Crimée d'une façon ou d'une autre. Peut-être avec un patrouilleur ou un submersible pour les cacher. Ils devaient aussi affronter les défis pour atteindre une zone côtière en Crimée afin de lancer leurs drones et s'échapper. N'oubliez pas, ils ont aussi dû transporter des drones. Tout cela en gérant les aspects de navigation de la mission, ce qui impliquait de nager sous l'eau. En composant avec les marées et les courants pour atteindre leur objectif. La moindre erreur aurait pu coûter cher. Débarquer au mauvais endroit sur la côte aurait pu mettre fin à l'opération avant son début. Bien sûr, ces plongeurs de combat auraient eu les outils nécessaires pour les aider dans leur mission. Des tablettes étanches sont désormais disponibles pour beaucoup de ceux qui occupent ce rôle, proposant une aide à la navigation grâce au GPS et au positionnement Doppler par satellite. Mais malgré tout, la tâche était immense. Entrer en Crimée, donner une frappe de drone parfaitement synchronisée à Saki et ensuite réussir à repartir. Ou vous avez prévenu qu'ils étaient experts, maintenant vous comprenez. Un précédent existe pour ce type d'opération. Au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a réussi à capturer l'île aux serpents, après un court bombardement qui a permis de capturer les gardes frontières ukrainiens. Ceux-ci avaient essentiellement dit aux envahisseurs russes d'aller se faire voir, après que ces derniers leur aient ordonné de quitter l'île. La Russie a remporté une importante victoire à l'île aux serpents. Si la Russie l'avait gardée, la position de l'île en mer Noire occidentale en aurait fait un site idéal pour des défenses aériennes. De plus, cette île de moins d'1 kilomètre de long était aussi située sur une route maritime, utilisée par l'Ukraine pour faire passer des navires marchands en mer Noire, vers les eaux internationales. La Russie a commencé à se livrer à des manœuvres autour de l'île aux serpents peu après l'avoir capturée. Le 30 juin 2022, les forces de Poutine ont annoncé leur retrait, prétendument en guise de geste de bonne volonté envers l'Ukraine, selon Osprey Publishing. L'Ukraine doutait du départ réel des forces russes. Quelle bonne volonté pouvait-il y avoir dans une nation voulant soumettre l'Ukraine ? Ainsi, le 7 juillet 2022, des plongeurs de combat du 73e Centre ukrainien des opérations spéciales maritimes ont été appelés à intervenir, s'approchant discrètement de l'île aux serpents en véhicule sous-marin. Ces plongeurs, formés par le Special Boat Service britannique, ont débarqué et inspecté l'île aux serpents pour vérifier les affirmations de la Russie. Effectivement, des navires de guerre russes n'ont pas tardé à s'approcher, affirmant à l'Ukraine que la bonne volonté russe s'arrête là où s'arrête la réflexion de Poutine sur l'avenir de son pays. Les plongeurs se sont repliés, mais un plan était en place. Au fil des ans, les plongeurs de combat ukrainiens ont mené des assauts sur la flèche de Kinburn, ce qui donne aussi à celui qui la contrôle une certaine emprise sur le trafic en mer Noire et sur le fleuve Dnipro. Ces plongeurs ont beaucoup d'expérience. Nous pensons que cette expérience a été mise à l'épreuve en Crimée, contre la base aérienne de Saki. Et les plongeurs ukrainiens ont réussi ce test haut la main. Cependant, une grande partie de cela reste de la spéculation. Omega refuse de révéler ses secrets, ce qui est son droit. Une chose sur l'opération Saki reste non révélée par la garde nationale ukrainienne, mais qui a depuis été rapportée. Mais avant de révéler ce détail qui change la donne, ceci est un rappel que vous regardez l'émission militaire. Si vous trouvez nos analyses utiles, sachez que nous avons encore beaucoup à vous offrir. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ce qui arrive ensuite. Les plongeurs de combat ukrainiens et les détails de leur travail peuvent être entourés du plus grand secret. Mais les drones qu'ils ont utilisés pour neutraliser le Su-24M russe ne le sont pas. Les plongeurs ont utilisé les célèbres drones Hornet guidés par l'IA, devenus essentiels au blocus logistique ukrainien visant à isoler la Crimée. Mais ce n'étaient pas les Hornet que nous connaissons. Dans un rapport de suivi du 17 juillet sur la catastrophe russe de Saki, United 24 Media a révélé que la remarquable mission de plongée de combat de l'Ukraine avait également servi de test pour une version améliorée du drone Hornet. Cette version garde le système de guidage à intelligence artificielle, qui l'a rendu très efficace en Ukraine occupée. Cependant, les spécialistes techniques d'Omega l'ont amélioré, en une variante à voilure fixe, capable de voler bien plus loin que le Hornet d'origine. C'est énorme pour l'Ukraine. Avec cette nouvelle version du Hornet, dont le coût serait compris entre 10 000 et 11 000 $, l'Ukraine peut encore repousser la puissance aérienne russe en Crimée, limitant l'efficacité des lancements de missiles et bombes planantes depuis la péninsule. Cela introduit également des implications financières terrifiantes pour la Russie. Un seul Su-24M
coûte à la Russie environ 25 millions de dollars. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Unité. L'Ukraine vient d'en détruire un, avec des drones qui ont coûté au total environ 20 000 dollars. C'est un retour sur investissement énorme. L'Ukraine a développé ce nouveau Hornet pour soutenir sa méthode innovante d'envoi de plongeurs de combat en Crimée. La Russie sait qu'elle fait face à un problème de plusieurs millions de dollars. Et si ce n'était pas un Su-24M la prochaine fois? Et si l'Ukraine utilisait ses Hornets améliorés pour abattre un Su-35 à 85 millions de dollars? C'est désormais une possibilité très réelle, ce qui poussera la Russie à retirer encore plus sa puissance aérienne en Crimée. Et peut-être à la retirer totalement de la péninsule. La catastrophe de Crimée de Poutine continue. Et c'est ce que l'opération stupéfiante d'Oméga nous révèle. L'Ukraine a trouvé un moyen de faire entrer des soldats en Crimée sans lancer le genre d'assaut amphibie à grande échelle qui se terminerait presque certainement par un désastre. L'Ukraine n'a tout simplement pas les ressources nécessaires pour mener un tel assaut. La marine ukrainienne ne possède pratiquement pas de navires de guerre. Ce sont surtout des patrouilleurs et des chasseurs de mines, en rendant tout assaut amphibie classique impossible. L'Ukraine pourrait libérer la Crimée avec une force suffisante, mais déployer cette force sur la péninsule restera un problème. Prendre d'assaut les plages de Crimée est aussi une attaque évidente. Les défenses russes seraient entièrement déployées, et l'Ukraine devrait subir trop de pertes pour rendre une telle attaque possible, même si elle avait les navires de débarquement nécessaires pour une attaque totale. Ce n'est pas pour autant que tout cela a empêché la Russie de paniquer. Dans un rapport du 17 juin, le Kyiv Independent a révélé que la Russie se préparait à d'éventuels débarquements ukrainiens en Crimée en essayant de renforcer ses défenses côtières. C'est ainsi qu'on voit qu'une nation est terrifiée. Se préparer à une invasion qui a si peu de chances d'arriver ne montre que le commandement russe n'est guère plus qu'un énorme poulet sans tête quand il s'agit de la Crimée. Ce que nous voyons avec les nageurs de combat d'Oméga, c'est l'Ukraine qui fait ce qu'elle a fait tant de fois contre la Russie. Contre toute attente. La Russie prévoyait des débarquements ukrainiens, mais ne s'attendait pas à l'infiltration en Crimée d'une petite équipe de plongeurs équipés de nouveaux drones Hornet. Déclenche une attaque, détruisant un Su-24M contre un aérodrome déjà malmené, puis repartent aussitôt. Nous venons d'assister à l'aggravation de la crise de la Crimée pour Poutine. Car l'Ukraine a prouvé à la Russie que ses défenses restent inefficaces face à un pays devenu l'un des plus grands experts mondiaux en guerre asymétrique. Ce n'était pas une contre-invasion de la Crimée, c'était une opération précise. Il est probable que l'Ukraine intensifie ses opérations à mesure que l'emprise de Poutine sur la Crimée s'affaiblit. La Russie ne quittera finalement pas la Crimée dans un grand fracas, elle partira en silence. Nous savons si nous regardons la Crimée dans une perspective plus large. Aussi impressionnante que fut l'opération d'Oméga, ce n'était qu'un coup de plus pour une force d'occupation russe déjà groggy sous les attaques. Saki à elle seule le démontre. La puissance aérienne russe est désormais si réduite qu'elle n'utilise ses chasseurs et bombardiers que pour décoller des aérodromes. Et survoler ces aérodromes pour tirer des missiles et larguer des bombes, puis atterrir. Il est rare que les Russes effectuent des sorties au-delà des territoires occupés, ce qui pourrait avoir un rapport avec le fait que l'Ukraine a déjà détruit 438 avions russes et 354 de leurs hélicoptères, comme l'a indiqué l'Ukraine le 20 juillet. Les aérodromes tels que Saki sont devenus le centre de la campagne aérienne russe.
Si ces aérodromes sont compromis, la stratégie de Poutine d'utiliser la Crimée pour des assauts aériens contre l'Ukraine est gravement menacée. Et Saki est compromis, et pas qu'un peu. Nous avons indiqué plus tôt que l'opération Omega, ayant détruit un Su-24M à la base aérienne de Saki, n'est qu'une des 4 opérations menées par l'Ukraine ce dernier mois. Quelques semaines auparavant, le 3 juillet, le Kiev Post a révélé que Saki avait été attaqué par une frappe de drone si puissante qu'elle a détruit ou endommagé 7 appareils, dont des Su-30 et des Su-24M. Cette frappe a suivi une précédente attaque, effectuée quelques jours plus tôt, où des drones ukrainiens ont mené 5 frappes confirmées sur des hangars à Saki. Une frappe de drone a déclenché un incendie dans un hangar où la Russie stockait un Su-30SM. Si la Russie n'a pas compris le message, nous allons le dire clairement à n'importe quel de leurs bots qui regardent cette vidéo. La base aérienne de Saki n'est plus sécurisée. On peut en dire autant du reste de la Crimée. Nous avons qualifié la situation sur cette péninsule de catastrophe pour Poutine, et nous n'utilisons pas ce mot à la légère. Les plongeurs de combat d'Omedia ont terminé leur opération, alors que la Crimée a été isolée grâce à une vaste campagne ukrainienne qui a sectionné les artères logistiques sur le continent et détruit des navires de ravitaillement et de carburant en mer d'Azov à l'heure où nous parlons. La péninsule est en proie à une grave crise énergétique à la suite de ces frappes. Le carburant se fait rare dans les stations-service, en supposant que les occupants puissent trouver des stations qui en ont encore. Il y a aussi des coupures tournantes d'électricité en Crimée, alors que l'Ukraine cible les sous-stations et centrales thermiques. Au cours des 10 jours précédant le 16 juillet, l'Ukraine avait frappé 147 pétroliers, en essayant d'acheminer essence et diesel vers la Crimée par la mer d'Azov. La campagne de l'Ukraine s'étend également au point qu'elle a lancé 7028 frappes de moyenne portée réussies contre la Russie en juin. Ce chiffre est presque le double des 3800 frappes réussies du mois précédent, ce qui démontre une escalade plutôt qu'un ralentissement. L'action des plongeurs de combat d'Omega pourrait être qualifiée de frappe intermédiaire, bien qu'elle ait été menée d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. Mais ce que l'opération d'Omega nous montre aussi, c'est que la Russie a perdu le contrôle des eaux qui entourent la Crimée. La mer Noire est passée d'un atout pour la Russie, afin d'attaquer l'Ukraine continentale, à un handicap qui sert désormais de voie d'accès à l'Ukraine pour mener des opérations, comme la mission de plongeurs de combat que nous venons de voir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a confirmé le 5 juillet, en déclarant que la Russie avait perdu la mer Noire. C'est difficile de le contester. L'Ukraine, sans marine, souvenez-vous, a systématiquement détruit les navires de guerre qui composent la flotte de la mer Noire, au point que ce qu'il reste de la flotte russe se cache désormais aussi loin que possible des drones et missiles ukrainiens. L'Ukraine a mené 33 frappes contre les principaux navires de combat, 34 contre les navires de débarquement russes et 23 contre les navires auxiliaires. Cette campagne en mer Noire a rendu les eaux autour de la Crimée plus dangereuses pour les occupants russes que pour les défenseurs ukrainiens. Tellement dangereuse que l'Ukraine peut maintenant envoyer des plongeurs de combat en Crimée. La mer Noire, jadis atout, est devenue un handicap, affectant même la Crimée. La clé des ambitions impérialistes de la Russie en Ukraine est censée être un symbole. La Russie a pris la Crimée en 2014, presque sans combat. Poutine s'en est servi pour faire pression sur toute l'Ukraine. Il présente la Crimée comme la destination incontournable pour les Russes aisés. C'est désormais une zone de guerre sans carburant, peu de nourriture, ni électricité, et des chasseurs en feu sur les bases aériennes. De nombreux occupants en Crimée ignoreront sans doute ce qu'Omega a accompli. Du moins, pas avant bien longtemps. La Russie fera tout pour cacher cette remarquable opération de plongée de combat à son peuple. Mais cacher ce qui s'est passé ne change rien. L'Ukraine est déjà en train d'isoler la Crimée. Elle a désormais une nouvelle méthode d'attaque, et la capacité offensive de la Crimée a diminué. Les plongeurs Omedia ukrainiens viennent d'accomplir l'impensable en Crimée. Le matin du 17 décembre 2024. Le lieutenant-général Igor Kirillov est sorti d'un immeuble résidentiel sur l'avenue Ryazansky, dans le sud-est de Moscou, à environ 7 km du Kremlin. Il était le chef des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, l'un des officiers les plus hauts gradés de toute l'armée russe, se tenant au cœur de la capitale la mieux protégée du pays. Une trottinette électrique était garée près de l'entrée. Alors que Kirillov et son assistant passaient à côté, la trottinette a explosé. Les médias d'État russes ont ensuite estimé que l'engin contenait environ 300 grammes d'équivalent TNT, suffisamment pour briser les vitres de l'immeuble d'en face. Les 2 hommes ont été tués sur le coup. En quelques heures, une source au sein du service de sécurité ukrainien, le SBU, a confirmé à plusieurs médias occidentaux qu'il s'agissait bien de leur opération, menée un jour après que les procureurs ukrainiens ont officiellement accusé
inculper Kirillov pour avoir supervisé l'utilisation d'armes chimiques interdites. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie réellement. La Russie a longtemps affirmé à son peuple et au monde que son territoire était inviolable. La guerre en Ukraine était quelque chose qui se passait loin, sur un sol étranger, et la Russie contrôlait totalement la situation et était en train de gagner. Pourtant, l'un de ses plus hauts généraux a été tué par une bombe sur une trottinette à quelques minutes de la place Rouge. Que vous l'appeliez meurtre ou assassinat, ce n'était que la partie visible de quelque chose construit discrètement et patiemment depuis plus de 10 ans. Voyons comment les services de renseignement ukrainiens sont passés d'une organisation brisée, infiltrée et à moitié effondrée en 2014 à l'une des forces clandestines les plus redoutées de la planète. Et montrons le rôle que la CIA a joué dans sa construction. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter à 2014, quand la Russie a saisi la Crimée et déclenché la guerre dans le Donbass. Les services de sécurité ukrainiens n'étaient pas seulement faibles, ils étaient compromis de l'intérieur. En fait, le siège du SBU à Luhansk, qui se trouve dans le Donbass même, ont été pris d'assaut en avril 2014 lors du prélude à la guerre dans le Donbass. Une analyse de Marek Siewiec, un officier de l'agence polonaise de sécurité intérieure et spécialiste des opérations des services secrets russes, suggère que le SBU avait en fait déjà été infiltré par les services secrets russes. Les faits bruts de ce jour-là ne sont pas contestés. Le 6 avril 2014, une foule a couru vers le bâtiment principal du SBU dans la région. Et à la fin de l'événement, le siège était tombé et son arsenal était vide. Un stock entier de fusils, de grenades et d'explosifs de qualité militaire a disparu, ce qui suffisait à armer l'insurrection qui allait bientôt submerger le Donbass et déclencher la guerre. Et la manière dont le bâtiment est tombé est particulière. Les officiers à l'intérieur, y compris des hommes de l'unité d'élite Alpha, avaient reçu l'ordre d'abandonner même leurs pistolets de service. L'armurerie était protégée par des mines factices. Une garnison voisine de 12 000 soldats n'a envoyé aucun renfort, et les détenus arrêtés la veille au soir ont été relâchés dans la foule, où ils ont aussitôt aidé à mener l'assaut. Pris individuellement, chacun de ces faits pourrait être attribué à la panique ou à l'incompétence. Pris ensemble, l'analyste polonais a soutenu que le bâtiment avait en réalité été ouvert de l'intérieur. Il affirme que la Russie n'avait pas à recruter des officiers individuellement, pouvant compter sur les politiciens locaux qui les contrôlaient, les parrains du parti des régions au réseau étendu dans la police et l'administration, et le service de sécurité lui-même. Mais même cela était en réalité une coïncidence. La preuve de la faiblesse du SBU à l'époque était le témoignage de l'homme qui en a pris la tête après la Révolution. Valentin Nalevichenko. Il a déclaré qu'il avait hérité d'un service vidé de sa substance, dont les anciens dirigeants avaient fui en Russie ou en Crimée, aucun dossier opérationnel ni armes laissées derrière eux. Il a décrit l'agence comme étant fortement infiltrée par le FSB russe, et il a affirmé être le premier chef du SBU à avoir réellement commencé à arrêter des agents du FSB en Ukraine. Rien de tout cela ne prouve ce qui s'est passé à Luhansk. Cela montre que le terrain était propice. Quand le responsable du service déclara qu'il était gangréné par des agents russes, la question de savoir si l'un de ses avant-postes a été remis plutôt que perdu cesse d'être une théorie du complot et devient une question raisonnable à poser. Voilà donc l'épave dont l'Ukraine est partie. Le pays aurait pu être réabsorbé dans l'orbite de la Russie, avec les héritiers du KGB aux commandes, où elle pouvait bâtir de vrais services démocratiques, orientés vers l'Occident à partir des décombres. Kiev a choisi la seconde voie. L'homme qui est devenu central dans cette reconstruction était Valery Kondratyuk, qui a d'abord travaillé au sein du SBU, puis a ensuite pris la tête du HUR, le renseignement militaire ukrainien, en 2015. Selon des enquêtes du Washington Post et du New York Times, la CIA a aidé à soutenir la création d'une nouvelle unité spécialisée du SBU appelée la 5e direction, qui combinait le contre-espionnage avec des opérations spéciales. Cette unité a organisé des réseaux d'agents dans les territoires occupés, mené des surveillances et lancé les premières actions secrètes de l'Ukraine contre les forces supplétives russes. Rien de tout cela n'était acquis, et les Américains restaient très méfiants, à juste titre. Ils savaient que les services de renseignement ukrainiens étaient infiltrés par des Russes et craignaient que toute information partagée n'arrive à Moscou en quelques jours. Alors Kondratyuk a décidé de ne rien laisser au hasard. Il a remis une pile de documents militaires russes top secrets, en quelque sorte comme un cadeau, prouvant que l'Ukraine avait un accès précieux
et la discipline pour le préserver. L'ancien officier des opérations de la CIA, Ed Bogin, s'entretenant avec le journaliste David Kiryatchenko pour Forbes, il a comparé l'état d'esprit ukrainien de l'époque à celui des Américains après le 11 septembre. Mais les officiers ukrainiens ont dû surmonter des décennies de méfiance héritées de l'époque soviétique avant que les Américains ne s'ouvrent. Lorsqu'une partie fournit régulièrement des informations fiables et sait garder un secret, l'autre commence à partager plus. Les Ukrainiens ont ainsi fourni des résultats pendant des années. Et voici la partie qui est importante pour la suite. L'Ukraine n'était pas simplement un assisté bénéficiant de l'aide américaine. De nombreux Ukrainiens parlent le russe comme langue maternelle, et les langues elles-mêmes sont étroitement liées. Beaucoup ont aussi de la famille, des amis, et une connaissance intime de la culture du pays contre lequel ils combattaient. L'Ukraine comprenait la Russie mieux que n'importe quel service occidental ne le pourrait. Et cela lui permettait de recueillir des renseignements à fournir à la CIA. En retour, la CIA bénéficiait d'une fenêtre extraordinaire sur l'armée russe et sur son processus de prise de décision. Parmi les contributions notables figuraient des documents interceptés. Il s'agissait de documents qui ont permis d'établir l'implication de la Russie dans l'abattage du vol 17 de Malaysia Airlines en 2014 au-dessus de l'est de l'Ukraine, ainsi que de poursuivre les agents russes responsables de l'ingérence dans l'élection américaine de 2016. Ainsi, à la veille de l'invasion à grande échelle en 2022, la coopération se serait étendue pour inclure une douzaine de bases avancées secrètes réparties le long de la frontière de l'Ukraine avec la Russie, construites et équipées avec le soutien de la CIA, où des officiers ukrainiens suivaient les mouvements des troupes russes et géraient leur réseau. D'après un témoignage, les Ukrainiens produisaient plus de renseignements sur la Russie que ce que la CIA à Kiev pouvait traiter. Les deux services ont également commencé à mener des opérations conjointes dans d'autres parties du monde, ce qui, dans le domaine du renseignement, représente la plus grande marque de confiance qui soit. De cette période est née une nouvelle génération d'officiers, totalement détachés du passé soviétique de l'Ukraine et composée uniquement de personnes nées dans l'Ukraine indépendante. De loin, le plus important d'entre eux était Kirilo Boudanov. Le New York Times a rapporté en février 2024 que Boudanov avait servi dans l'unité 2245, une formation d'élite du renseignement militaire qui a travaillé en étroite collaboration avec la CIA après 2015. Sa spécialité était la récupération de matériel militaire russe, du matériel de communication et d'autres équipements pouvant être démontés et étudiés par des analystes ukrainiens et américains. Boudanov a ensuite dirigé le HUR, et les officiers formés à cette époque occupent aujourd'hui les plus hauts postes de presque toutes les organisations de renseignement et de sécurité ukrainiennes. Ils sont devenus les architectes des campagnes que nous allons vous présenter. Une caractéristique de ce système est que l'Ukraine a deux grands services en concurrence ouverte. Il y a le GUR, la direction du renseignement militaire, principalement axée sur l'étranger, et le SBU, le service de sécurité intérieure. La concurrence entre le renseignement intérieur et le renseignement extérieur, y compris dans les opérations clandestines, pousse les deux services à s'améliorer et à obtenir des résultats. Que l'on l'accepte ou non, cette rivalité a mené à des opérations remarquables, et nulle part cette course n'a été plus visible qu'en mer. Mais avant d'en arriver là, assurez-vous de vous abonner à l'émission Militaire pour suivre tous les détails militaires des opérations que nous allons mentionner et rester informé de toute l'actualité sur la guerre en Ukraine et la géopolitique mondiale. Lorsque la Russie a lancé son invasion en 2022, l'Ukraine n'avait quasiment pas de marine. Elle avait perdu la majeure partie de sa flotte lors de la prise de la Crimée par la Russie en 2014 et a sabordé sa frégate amirale au début de la guerre pour éviter qu'elle ne tombe aux mains russes. Sur le papier, la Russie dominait la mer Noire, bloquant les ports ukrainiens, stoppant les exportations de céréales vers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, et lançant des missiles de croisière sur les villes ukrainiennes. Mais en avril 2022, le croiseur Moskva, le navire amiral de toute la flotte de la mer Noire, a pris feu et a coulé. L'Ukraine l'avait frappé avec 2 missiles antinavires Neptune fabriqués localement. Bien qu'il soit important de souligner le succès des forces militaires ukrainiennes ici, ce sont les services de renseignement américains qui ont signalé la position du Moskva et les services ukrainiens qui ont exploité cette information. Le Moskva est devenu le premier navire amiral russe perdu au combat depuis la guerre russo-japonaise de 1905. Et sa perte a obligé la Russie à retirer ses navires et à faire preuve de prudence. Cela a posé un nouveau problème à l'Ukraine, ensuite résolu par le drone naval. C'est là que l'improvisation ukrainienne est devenue vraiment révolutionnaire. Le SBU a conçu le drone maritime Sea Baby, initialement fabriqué avec des pièces de jet ski, de bateaux à moteur et d'électronique grand public. Dans la lignée de la rivalité, le HUR a développé
développé le drone Magura pour poursuivre des opérations visant les ports russes, principalement en Crimée. Ces engins étaient petits, rapides, proches de l'eau, difficiles à repérer et remplis d'explosifs. Et ils pouvaient être contrôlés à des centaines de kilomètres grâce à des liaisons satellites. En fait, 2 agences ukrainiennes rivales avaient chacune construit une marine robotique à partir de zéro. En février 2024, un essaim de drone Magura V-V5 a coulé une corvette lance-missiles près de la Crimée. 2 semaines plus tard, ils ont coulé le navire de débarquement César Kounikov. En mars, ils ont coulé le patrouilleur Sergueï Kotov, un navire que l'Ukraine estimait à 65 millions de dollars, détruit par des drones qui coûtent une infime fraction de ce montant. Selon diverses estimations occidentales, en mars 2024, l'Ukraine avait coulé ou mis hors service environ un tiers de la flotte russe de la mer Noire et a forcé le reste à se replier vers l'est, à Novorossiysk, à des centaines de kilomètres de la Crimée, trop loin pour menacer la navigation ukrainienne ou défendre la péninsule qu'ils étaient censés protéger. La même campagne, accompagnée d'opérations répétées du SBU, a frappé le pont de Kerch, le lien symbolique et logistique entre la Russie et la Crimée occupée, que Vladimir Poutine avait personnellement inauguré en 2018 en conduisant un camion dessus. Puis les drones ont commencé à accomplir des choses que personne n'avait jamais faites auparavant. Le dernier jour de 2024, un drone Magura a tiré un missile à tête chercheuse infrarouge modifié et a abattu 2 hélicoptères russes Mi-8 au large des côtes de la Crimée. C'était la première fois dans l'histoire qu'un drone naval détruisait un aéronef militaire. Au printemps suivant, selon les responsables ukrainiens, un Magura V-V7 amélioré, équipé de missiles Sidewinder fabriqués aux États-Unis, a abattu 2 chasseurs russes Su-30 au-dessus de la mer Noire. Cela ne représente qu'une partie de la contribution directe des services de renseignement ukrainiens à l'effort de guerre. Pour avoir une vue d'ensemble, nous devons retourner sur la terre ferme et à la campagne dans laquelle s'inscrivait la mort de Kirillov. Cette mort n'était qu'une ligne dans un long registre. Certaines frappes précédentes n'ayant jamais été officiellement revendiquées. En août 2022, une voiture piégée près de Moscou a tué Daria Dugina, fille d'un important idéologue nationaliste russe. Des responsables du renseignement américain ont ensuite estimé que des éléments du gouvernement ukrainien étaient derrière cette attaque, ce que l'Ukraine a nié. Au printemps 2023, une bombe cachée dans une statuette a tué le blogueur de guerre russe Vladlen Tatarsky dans un café de Saint-Pétersbourg. La Russie a d'abord accusé l'Ukraine, puis retrouvé le militant politique russe ayant livré la statuette. Comme il s'est avéré, d'après les révélations de l'Ukraine elle-même un an plus tard, l'opération avait été orchestrée par les services secrets ukrainiens et l'activiste russe a été utilisé comme la pièce la plus sacrifiable du puzzle, dégradant encore davantage l'influence et le prestige des services russes. L'événement a également montré à quel point les opérations sont devenues impitoyables, utilisant des Russes dans des opérations contre le gouvernement russe avec 42 victimes, dans le but d'éliminer des stratèges militaires de premier plan, des analystes et toute personne proche de Poutine. Au fil de la guerre, ce rythme s'est accéléré et les cibles remontaient plus haut dans la chaîne de commandement. En avril 2025, une voiture piégée à Balachika, juste à l'est de Moscou, a tué le lieutenant-général Yaroslav Moskalik, un chef adjoint de la direction opérationnelle principale de l'état-major général russe, ancien participant au pourparlers de cessez-le-feu du format Normandie. Quelques jours plus tard, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir reçu un rapport du chef du renseignement extérieur sur la liquidation de hauts responsables russes, ajoutant que la justice finit toujours par arriver sans nommer directement Moskalik. En décembre 2025, une autre voiture piégée à Moscou a tué le lieutenant-général Fainil Savarov. Et en juin 2026, un commandant d'artillerie nommé Damir Davidov a été tué dans ce même quartier de Balachika, à moins d'1 kilomètre du lieu où Moskalik est mort. Vous pouvez vous demander ce que cela apporte militairement. Tuer un général ne fait pas gagner la guerre. Et c'est une évaluation juste. Les Ukrainiens soutiennent que la valeur ici est en partie psychologique, à la fois pour les Ukrainiens qui voient les criminels de guerre être tenus responsables, et pour un public occidental qui découvre que la portée de l'Ukraine va plus loin que ce que l'on croyait. Mais il y a aussi une logique plus froide. Chacun de ces assassinats rappelle à chaque officier russe qu'un uniforme et un bureau à Moscou ne sont pas un endroit sûr pour planifier une guerre contre l'Ukraine. Cela oblige les services de sécurité russes à consacrer d'énormes ressources à se surveiller eux-mêmes, à protéger les leurs et traquer les fuites, plutôt que de se concentrer sur le front. Les services secrets ukrainiens ont aussi permis les plus grandes surprises de l'Ukraine sur le champ de bataille. Les réseaux d'agents de la 5e direction et du HUR dans les territoires occupés transmettaient des informations de ciblage aux forces ukrainiennes, permettant des frappes de précision à longue portée avec des drones sophistiqués et de nouveaux missiles. Et quand l'Ukraine a surpris le monde en août 2024, en traversant la frontière dans la région de Koursk,
Première conquête de territoire russe par une armée étrangère depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le travail de ces services qui a révélé les failles opérationnelles locales. La guerre secrète et la guerre conventionnelle se sont renforcées mutuellement, car chaque fois que l'Ukraine exploitait le renseignement, elle pouvait repousser la ligne de front un peu plus loin. Déstabiliser les services russes et aider ses agents à collecter plus d'informations pour la prochaine avancée. Tout cela s'est concrétisé au début du mois de juin 2025, lors de la désormais célèbre opération Toile d'araignée, dans ce qui s'est avéré être un effort de 18 mois. Des agents ukrainiens ont introduit clandestinement des drones et du matériel de lancement en Russie, cachés dans des cabanes en bois ressemblant à des maisons préfabriquées sur des camions. Le jour de l'attaque, les toits des cabanes se sont ouverts sur des points de déploiement près de plusieurs bases aériennes russes. L'une des cibles était Belaya, en Sibérie orientale, qui se trouve à plus de 4000 km de l'Ukraine. Les drones sont arrivés en masse et ont endommagé 2 bombardiers Tu-95 et 2 Tu-22 M3 que la Russie utilisait pour lancer des missiles de croisière sur les villes ukrainiennes et qui était l'une des rares options capables de transporter des missiles nucléaires. Le SBU ukrainien a d'abord déclaré avoir touché 41 avions, éliminant près d'un tiers des porteurs de missiles de croisière stratégiques russes, pour des pertes estimées à 7 milliards de dollars. Selon Zvezda, société de renseignement en défense, des images satellites montrent qu'environ 12 avions ont été détruits et plusieurs autres endommagés. Un haut responsable de l'OTAN a estimé à environ 10 à 13 le nombre d'avions détruits, avec environ 40 appareils endommagés au total. Il a estimé que l'opération avait neutralisé 1/5 de l'aviation à long rayon d'action de la Russie. Peu importe le chiffre, l'essentiel est que la Russie ne construit plus ses bombardiers aujourd'hui. Chaque perte était donc irréversible et affaiblissait la capacité de la Russie à projeter sa puissance. Et la dernière campagne menée par les services secrets visait l'économie russe. Et c'est ici que l'on retrouve la marque de la CIA. Une enquête du New York Times a révélé que des agents de la CIA et des planificateurs militaires américains ont aidé l'Ukraine à affiner sa campagne de frappe à longue portée contre le secteur énergétique russe. Au lieu de frapper les raffineries au hasard, la planification aurait ciblé les composants les plus difficiles et longs à remplacer. Dans un cas décrit dans ce reportage, un expert de la CIA a identifié un coupleur de raffinerie spécifique dont la destruction pourrait mettre une installation hors service pendant des semaines. La même logique s'applique à la flotte fantôme russe, ces vieux pétroliers utilisés par Moscou pour transporter du pétrole sous sanction dans le monde entier et financer sa guerre. La CIA a également été autorisée à soutenir certains aspects de cet effort. Ce qui avait commencé en 2014 comme une aide à la reconstruction d'un service de renseignement brisé s'était transformé 10 ans plus tard en une campagne conjointe visant à étrangler les ressources financières vitales de la machine de guerre russe. Et l'enjeu politique plus large est tout aussi important. Après l'affrontement public entre le président Donald Trump et le président Zelensky en février 2025, Washington a temporairement suspendu la coopération en matière de renseignement avec Kiev. Publiquement, il semblait que le partenariat entre la CIA et le SBU était terminé. Mais la pause s'est avérée de courte durée. Le partage de renseignements a été rétabli en mars 2025, permettant à la CIA et aux services de renseignement ukrainiens de reprendre leur étroite coopération. La raison est simple. Si l'Ukraine dépendait du soutien de la CIA profitait aussi d'agents ukrainiens infiltrés en Russie. L'Ukraine connaît la Russie d'une façon que les services occidentaux ne peuvent aisément reproduire. Ce qui en fait un partenaire essentiel dans les opérations de renseignement non seulement sur le sol ukrainien et russe, mais partout où Moscou exerce son influence, y compris au Moyen-Orient. Comment cela s'intègre-t-il dans la guerre au sens large ? Le pouvoir de Poutine repose sur l'idée que la Russie, mieux armée que l'Ukraine, finirait par gagner l'invasion et que ses services secrets pourraient infiltrer et maintenir l'Ukraine dans l'instabilité, en restant dans l'orbite géopolitique de la Russie. Moscou brûlera. C'est l'avertissement que l'Ukraine lance depuis des mois. Poutine l'a entendu. Il a essayé de l'ignorer. Mais après que Vladimir Zelensky a lancé 2 révélations brutales coup sur coup, Poutine doit se rendre compte que la fin approche. Pourquoi ? L'Ukraine apporte peut-être l'essence, mais ce sont les siens qui vont craquer l'allumette. L'Ukraine a une occasion historique de mettre fin définitivement à la guerre. Car Poutine vient d'apprendre que des membres de son propre cercle rapproché partagent avec l'Ukraine le désir de paix. Si la paix n'arrive pas, la deuxième révélation de l'Ukraine obligera Poutine à se soumettre à la force s'il ne cède pas à la pression. Nous avons commencé par le cercle rapproché, et nous laisserons Zelensky parler. Le 10 juillet, Zelensky a prononcé son allocution du soir, comme il le fait chaque jour, et l'on a profité pour adresser un message à Poutine, qui aura l'effet d'une dague plantée en plein cœur du dirigeant russe.
La crise du carburant en Russie s'aggrave, ce qui est justifié face au refus de Poutine de mettre fin à cette guerre. Nous avons fait les propositions sur la manière de rapprocher la paix, a déclaré Zelensky. D'accord, jusque-là, rien que de très classique, puis la bombe a été lâchée. Nous avons du soutien parmi les partenaires du monde entier, mais aussi au sein du cercle de Poutine, concernant la paix. Ils comprennent ce qui se passe là-bas, et qu'il n'y a pas d'alternative à la paix, a déclaré Zelensky. Et tout à coup, le paranoïaque Poutine a réalisé qu'il y avait des traîtres dans son entourage, des membres de son propre cercle rapproché, qui ne partagent pas sa soif insensée d'une guerre qui a déjà fait plus d'1 420 000 victimes. Et ce n'est pas fini. Pris de panique, Poutine se demandera qui l'a trahi. S'agit-il d'une ou deux personnes? Juste une poignée. Tout le monde va bientôt spéculer. Rien de tout cela ne surprendrait un dirigeant qui n'est pas aussi volontairement ignorant de Poutine. Zelensky mentionne la crise du carburant qui secoue la Russie, et il s'agit d'une crise conçue par l'Ukraine, créée spécifiquement pour pousser le peuple russe à se retourner contre son dirigeant. Les frappes à longue portée ukrainiennes atteignent désormais toutes les zones clés de la Russie. Les raffineries brûlent partout dans le pays, avec la frappe la plus remarquable de l'Ukraine, une attaque de plus de 2500 km contre la raffinerie d'Omsk en Sibérie. Cette installation n'était jamais censée être à la portée de l'Ukraine, loin de là. Maintenant que c'est le cas, chaque Russe, des élites que Zelensky dit graviter autour de Poutine aux citoyens ordinaires, est mécontent et souhaite du changement. À l'heure où nous parlons, presque toutes les 83 régions de la Russie font face à des pénuries de carburant de gravité variable. CNN rapporte que les files d'attente dans les stations-service s'étendent sur des kilomètres dans de nombreux endroits. Il y a du désespoir en Russie. Certains estiment que ce désespoir pourrait pousser Poutine à partir avant d'y être contraint, littéralement. Zelensky n'est pas le seul à affirmer que Poutine a des soucis avec son entourage. Le 13 juillet, Metro a rapporté que le ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, Margus Tsakner, disait quelque chose de similaire. Même parmi les oligarques, de plus en plus doutent de la guerre de Poutine. Beaucoup de ceux qui parlaient de victoire il y a un an n'y croient plus, Zakh n'a révélé. Et lorsqu'il s'agit de parler de la pression qui pèse sur les épaules de Poutine, Zakhen n'a pas mâché ses mots. Il est tout aussi possible qu'un jour il saute par la fenêtre avec sa famille. Après tout, ce genre de choses arrive en Russie. Des choses comme ça arrivent effectivement en Russie. C'est souvent sur ordre de Poutine, et bien plus de gens sont poussés par la fenêtre que ne sautent. Nous avons un aperçu de l'état d'esprit désespéré que certains pensent que Poutine a maintenant, alors qu'il voit sa guerre contre l'Ukraine non seulement s'enliser sur le terrain, mais ce combat, l'Ukraine est en train de le gagner. Les drones qui survolent toute la Russie rappellent constamment à Poutine qu'il a échoué à protéger son peuple, comme il l'avait toujours affirmé. Cet échec fait mal. Et même un autoritaire comme Poutine doit savoir qu'il y a une limite à ce que son peuple et son cercle rapproché pourront supporter, avant qu'ils en aient assez, collectivement, et rejoignent l'Ukraine pour imposer la paix que Poutine ne veut pas. Comme on l'a dit, l'Ukraine a jeté de l'essence sur le feu. Les proches de Poutine pourraient craquer l'allumette. Mais Zelensky mentionne des membres du cercle rapproché de Poutine, et cela ne peut qu'alimenter les spéculations sur ceux qui sont proches de Poutine, mais montrent leur soutien à l'Ukraine. C'est peut-être le but. Une simple allusion à quelqu'un qui soutient l'Ukraine suffit à faire tourner les rouages dans la tête du paranoïaque Poutine. Et il est presque inévitable que le dirigeant russe regarde par-dessus son épaule, en se rappelant qu'il y a eu des rumeurs de coups d'État et de mutinerie tout récemment. En mai seulement, des rumeurs ont circulé sur l'ancien ministre russe de la Défense et actuel chef du Conseil de sécurité russe, Sergueï Shoigu, aurait participé à un complot de coup d'État. Shoigu a un mobile. Après des années passées au service de Poutine, il a été écarté de son rôle important de ministre de la Défense pour un poste où il ne peut avoir que peu d'impact réel. Poutine semble nous attribuer les échecs militaires de la Russie. Et Shoigu pourrait bien nourrir un certain ressentiment. Serait-il ce membre du cercle rapproché, qui voudrait la paix uniquement pour se venger de Poutine? Personne ne le sait, et Zelensky ne le dit pas. En plus de ces rumeurs, une menace très concrète de mutinerie a été lancée contre Poutine par un ancien soldat russe. Fin juin, Alexandre Lounine a publié sur Instagram une vidéo dénonçant l'armée russe pour ses ordres suicidaires et insensés. Il a déclaré que les abus étaient fréquents dans l'armée. Lounine a exigé une rencontre avec Poutine. Il a menacé en évoquant une mutinerie en préparation. Bien qu'arrêté après son intervention sur les réseaux sociaux, Lounine a affirmé ne faire que relayer un message que des hauts responsables du ministère et des services de sécurité russes voulaient que Poutine entende. Encore plus de serpents tapis dans l'herbe, davantage de membres discrets du cercle rapproché complotent contre Poutine. Une chose que nous savons avec certitude, c'est que Poutine a renforcé la sécurité autour de lui, alors que toutes ces rumeurs et ces manifestations ouvertes de mécontentement se multiplient.
Organized Crime and Corruption Reporting Project affirme que depuis mars, le Kremlin est en alerte maximale face aux rumeurs de coup d'État. Les employés directs de Poutine ne peuvent plus utiliser leur portable, ni prendre les transports en commun. Tout cela parce que Poutine a peur qu'il soit influencé ou qu'il divulgue des informations sur l'endroit où il se trouve. Dans la maison de chaque garde du corps, cuisinier et même photographe qui travaille pour Poutine, des caméras de sécurité ont été installées, afin que le dirigeant russe puisse surveiller à tout moment. Poutine a peur, c'est évident. Et maintenant, Zelensky affirme avoir le soutien d'un cercle rapproché qui semble déjà sur le point de s'effondrer. La paranoïa de Poutine va empirer. Mais il y a une autre question que personne ne semble poser. Zelensky dit-il la vérité ? Zelensky aurait pu évoquer de façon désinvolte le cercle rapproché de Poutine, cherchant à se retourner contre lui et à imposer la paix avec l'Ukraine, afin de tirer parti de la paranoïa de Poutine dans son allocution du soir. L'Ukraine sait jusqu'où Poutine est prêt à aller pour se protéger. Bien sûr, le niveau de sécurité est démentiel. Des rapports indiquent que Poutine passerait l'immense majorité de son temps caché dans des bunkers souterrains, n'émergeant que lorsqu'il doit faire une apparition publique. En admettant que ces apparitions ne soient pas simplement assurées par des sosies. Les frappes de drones de l'Ukraine sont considérées comme la principale raison pour laquelle Poutine passe désormais du temps dans ses bunkers. Mais c'est peut-être plus que cela. Poutine pense sans doute pouvoir tout contrôler depuis ses bunkers, tout en tenant les loups de son premier cercle à distance. La Pravda ajoute que Poutine craint désormais plus que jamais les tentatives d'assassinat, très probablement par drone, mais peut-être aussi par un membre en colère de l'élite, qui en a assez de plus de 4 ans et demi d'une guerre stérile qui semble n'exister que pour flatter l'ego fragile de Poutine. Aujourd'hui, même l'intelligence artificielle et sa menace préoccupent l'esprit de Poutine. À la suite de l'assassinat de l'ancien guide suprême iranien Ali Khamenei, on a appris que l'assassinat a été rendu possible grâce à l'IA, qui a analysé des heures de vidéos des caméras de circulation iraniennes. Cette analyse a montré aux États-Unis et à Israël où se trouvait Khamenei, et des bombes anti-bunker ont suivi. Poutine, désormais très inquiet de subir le même sort, tente de se cacher au maximum, selon France 24. Ce que nous voulons dire, c'est que l'homme fort est rempli de peur. Ensuite, il y a Zelensky, devant son peuple, souvent en première ligne, ou en visite à l'étranger, pour mobiliser du soutien. La mention par Zelensky du cercle rapproché de Poutine est peut-être une graine habilement plantée, que le président ukrainien sait devoir prendre profondément racine dans l'esprit d'un dirigeant russe terrifié par tout ce qui l'entoure. Il n'y a peut-être aucune rébellion dans le cercle rapproché. Zelensky pourrait alors préparer le terrain pour que Poutine s'attaque à ses élites. Et si cela arrive, la possibilité d'une trahison ne fera qu'augmenter. C'est une impasse pour le dirigeant russe. Quelle que soit l'issue, que Zelensky dise la vérité ou non, c'est une leçon sur l'art de jouer avec la paranoïa de Poutine. Des dirigeants effrayés prennent des décisions hâtives, ils commettent des erreurs. Zelensky pourrait miser là-dessus. Et si le président ukrainien dit effectivement la vérité, c'est encore pire pour Poutine. Il ne veut pas la paix. Poutine veut que son peuple soutienne chacune de ses décisions folles. Apprendre que des proches trahissent sa confiance en affirmant à l'Ukraine vouloir la paix pourrait être un choc difficile à encaisser pour Poutine. Zelensky vient d'envoyer un message à Poutine ici. Fais la paix ou ton propre cercle rapproché te forcera à le faire ou te mettra dehors. Cependant, l'Ukraine sait aussi que Poutine n'est pas prêt d'écouter. Il est trop pris dans son obsession. Trop pris dans sa guerre pour croire pouvoir y mettre fin. Ou bien les traîtres qui, selon Zelensky, sont dans son entourage, sortiront de l'ombre. D'accord, l'Ukraine dit « Si la révélation sur le cercle rapproché ne suffit pas, la seconde suffira peut-être. » Mais avant de révéler de quoi il s'agit, voici l'émission militaire, où nous allons au-delà des titres pour vous donner l'histoire complète. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour rester à la pointe de l'actualité. Dans sa deuxième révélation choc, Zelensky a donné à Poutine un aperçu de l'avenir. Si Poutine n'accepte pas la paix, l'Ukraine va rendre sa situation déjà difficile encore bien pire. Et elle va le faire en officialisant une campagne de frappe en profondeur qui ravage déjà la Russie. C'est pas un simple « on mettra peut-être ça en place plus tard ». Le décret a été signé et tout est officiel. L'Ukraine crée un nouveau commandement de frappe en profondeur, appelé Commandement d'impact global à longue portée, ou LRGIC, qui centralisera toutes les capacités de longue portée de l'Ukraine, afin de réduire la puissance militaire russe jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus mener la guerre initiée par Poutine. Le LRGIC n'est pas encore tout à fait opérationnel. Zelensky dit qu'il faut trouver un commandant pour l'organisation, et il promet que ce commandant sera l'un des chefs les plus forts et les plus compétents dont dispose l'armée ukrainienne. Mais ça arrive bientôt.
Et la seule façon pour Poutine d'éviter ce que le LRGIC apporte, c'est de déclarer enfin la paix. Mais qu'apporte exactement le LRGIC ? Zelensky explique un peu. Ce commandement doit concentrer 100% des ressources disponibles afin de réduire encore plus concrètement le potentiel de guerre russe. Le commandant dans cette direction sera fort et assurément extrêmement expérimenté, a révélé le président ukrainien. Certes, cela ne nous en apprend pas beaucoup, mais cela laisse penser que l'Ukraine va rassembler ses unités à longue portée sous un nouveau commandement. Comme pour les unités de drones de première ligne lors de la création des forces de systèmes sans pilote. Cette centralisation facilitera le partage d'informations et la planification d'attaques coordonnées à longue portée contre la Russie. Du moins, c'est ce que nous supposons. Zelensky reste vague, et comme pour ses propos sur l'entourage de Poutine, cela paraît être une stratégie pour accentuer la crainte d'un dirigeant russe déjà à bout de nerfs. Nous savons avec certitude que le LRGIC formalise une campagne de frappe en profondeur, qui paralyse déjà la Russie. En 2026, nous avons vu l'Ukraine augmenter la portée, l'ampleur et les dégâts causés par ces frappes dans les arrières russes, à la fois à l'intérieur même de la Russie et dans les territoires occupés. Tout est une cible, des raffineries et infrastructures pétrolières, aux bases militaires et dépôts de munitions. L'armée russe en a besoin pour fonctionner, et l'Ukraine s'y attaque. Et ces frappes sont plus dures et plus rapides que jamais auparavant. Selon Euromaidan Press, l'Ukraine a augmenté le nombre de frappes en profondeur menées contre la Russie de 1150% au cours du premier semestre 2026, par rapport à la même période l'an dernier. Ces frappes, qui ont lieu entre 500 et 2000 km au-delà des lignes de front, et parfois même encore plus loin, ont touché 172 installations militaires ou énergétiques. Ces dernières nuisent fortement à la Russie. Selon les médias américains, la production d'essence russe a chuté de 65% à cause des attaques ukrainiennes contre les raffineries. La crise du carburant évoquée plus tôt découle de cette campagne de frappe à longue portée. Nous voulons souligner que l'approche des frappes en profondeur de l'Ukraine était déjà redoutable. Avec le nouveau décret de Zelensky, cela devient encore plus dangereux. Rationalisé, efficace et d'une brutalité inédite en Russie. Cette campagne à longue portée risque de ruiner irréversiblement la Russie si Poutine ne prend pas au sérieux l'appel à la paix de Zelensky. Les frappes en profondeur s'institutionnalisent dans l'armée ukrainienne. Une branche opérationnelle dédiée est en cours de création. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Tu sais ce qui est aussi une mauvaise nouvelle pour le président russe, comme s'il en avait besoin d'une de plus ? Les États-Unis pensent que la stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine fonctionne. Les plus cyniques pourraient penser que Zelensky évoque des membres de l'administration Trump en parlant d'un cercle proche se retournant contre Poutine. Nous n'irons pas jusque-là, mais nous soulignons un changement notable dans l'approche américaine de la guerre en Ukraine. L'Ukraine reçoit désormais tout soutien, car il est clair que Vladimir Poutine n'acceptera la paix que sous contrainte. Par exemple, le président américain Donald Trump a salué la stratégie de longue portée de l'Ukraine lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky au sommet de l'OTAN à Ankara en juillet. Il a qualifié l'approche de l'Ukraine d'escalade, mais cela pourrait mettre fin à la guerre. Trump a aussi profité du sommet pour dire qu'il était prêt à autoriser la production de missiles Patriot en Ukraine, permettant à l'Ukraine de produire ces missiles pour contrer les attaques balistiques et de croisières russes. C'est énorme. Cela revient essentiellement à ce que les États-Unis encouragent l'Ukraine à continuer ce qu'elle fait dans le domaine des frappes de longue portée, tout en aidant aussi l'Ukraine à réduire davantage l'impact de la stratégie russe de longue portée. Poutine ne sait plus à qui s'adresser. Et pour une dernière petite pique, l'Ukraine a également annoncé autre chose. En plus du LRGIC, l'Ukraine va également restructurer la direction et la gestion de ses forces d'assaut existantes, avec le commandant du 8e corps d'assaut aérien du pays, le général de brigade Dmytro Voloshin. Il aurait été choisi pour diriger une nouvelle force de réaction, chargée de superviser cette restructuration. Baptisée Force interarmée de réaction rapide, cette nouvelle composante des forces armées ukrainiennes rassemblera les unités d'assaut existantes. Les unités de drones et d'artillerie en une seule force, capable de se déployer rapidement sur l'ensemble du front, tout en étant équipée de technologies que la Russie n'est tout simplement pas en mesure d'offrir à ses soldats. Réforme militaire sur le front, pour compléter les actions prévues par l'Ukraine à l'arrière russe. Cela signifie que les forces vacillantes de Poutine en Ukraine devront affronter des défis plus grands. Des réponses rapides à la faiblesse russe permettront de libérer des territoires et d'empêcher les assauts russes avant même qu'ils ne commencent. Alors, que voyez-vous dans tout cela ? L'entourage de Poutine réclame la paix, même si son chef ne l'entend pas. Et l'Ukraine est prête à collaborer avec ses élites pour attendre la paix.
La formation de nouveaux groupes renforce la pression et rend les unités ukrainiennes d'assaut et de frappe en profondeur plus puissantes que jamais. Et même les États-Unis envoient des signaux à Poutine pour dire que ça suffit. L'Ukraine est en train de gagner. La Russie ne peut pas renverser la situation. Reculez maintenant, ou la fin viendra pour Poutine, plutôt qu'il ne le pense. Quant à Poutine lui-même, la paranoïa qu'il a toujours définie en tant que dirigeant est désormais son pire ennemi. L'ancien agent du KGB a multiplié les contorsions, jusqu'à se retrouver dans une situation où il n'a presque plus d'options. Que fait-il maintenant? Passer à l'escalade? Porter en Europe la guerre qu'il a déclenchée? Poutine pourrait faire cela par désespoir, mais il ne ferait que forcer une Russie déjà épuisée à affronter l'OTAN, à un moment où les États-Unis semblent soutenir l'Ukraine et où les membres européens de l'OTAN se préparent à un affrontement. Ce n'est pas une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'il reste à Poutine? Ces tactiques d'intimidation ne fonctionnent plus. L'Ukraine détient en réalité l'avantage en matière de peur, comme elle a aussi l'avantage au combat. Poutine ne peut engager davantage d'effectifs dans la guerre en Ukraine sans lancer de mobilisation. Et il est devenu impossible pour Poutine de cacher que la guerre qu'il a lancée s'est retournée contre le peuple russe. Il ressent cette douleur à la pompe, et chaque fois qu'il voit la fumée s'élever d'une nouvelle raffinerie ou usine frappée par les drones ukrainiens. Poutine doit faire face au fait qu'il ne lui reste vraiment que deux choix. Accepter la paix dans la guerre en Ukraine, et ensuite essayer de gérer son cercle rapproché qui en a assez de lui, ou poursuivre le combat. Sachant que l'Ukraine devient plus forte, les frappes vont de plus en plus loin. Ses proches, voulant la paix, pourraient bientôt penser que se débarrasser de Poutine est la seule solution. Tu as fait ton lit, Poutine. L'Ukraine te force juste à t'y coucher. Ils partaient tous pour de belles vacances d'été, se cachant dans une station paradisiaque au cœur des régions occupées de l'Ukraine. Le FSB russe profitait du soleil, du sable et de quelques complots. Il pensait être manant. L'Ukraine n'envisagerait pas de chercher des soldats russes dans une station balnéaire, alors que de nombreux autres lieux occupés paraissent plus logiques pour le FSB. Mais le FSB avait tort. 100 agents du FSB se cachaient dans une station balnéaire. Mais leurs vacances ont viré au cauchemar. Ce qui s'est passé lorsque l'Ukraine les a trouvés a été brutal et efficace. Cela se passait à Kherson, où des dizaines de membres du FSB avaient installé un centre de coordination dans l'enceinte d'une station balnéaire de l'oblast. De nombreux véhicules étaient présents sur place, avec des gardes armés et des points de contrôle régulant l'accès. Le FSB a également créé des abris souterrains qui entouraient leur base, ainsi que des obstacles du génie pour empêcher l'accès du personnel non autorisé. Si but était de cacher ce qui se passait dans la station balnéaire, le FSB ne s'y prenait pas très bien. L'une des organisations les plus secrètes de Russie semblait déterminée à vendre la mèche. Peut-être pensait-il que l'Ukraine observait si peu et qu'il suffisait de cacher leur activité avec un minimum d'effort. Ou pire pour la Russie, le FSB s'en fichait. Trop sûr d'eux, persuadés d'être en sécurité. Ces agents du FSB pensaient sans doute que peu importaient les signes de ce qu'ils avaient fait de la station balnéaire de Kherson. Mais ils ont appris une rude leçon. Et ils l'ont vraiment apprise. L'Ukraine a localisé la station et déclenché un déluge de feu. Voici ce que nous savons. L'Ukraine a décidé de riposter coup pour coup. Le FSB est le service de sécurité fédéral russe. L'équivalent parfait du FSB est le SBU ukrainien, ou service de sécurité de l'Ukraine. Ils ont des fonctions similaires, mais pas les mêmes capacités. Le SBU a confié à son tristement célèbre centre des opérations spéciales Alpha la mission de détruire la base du FSB. Alpha jouit d'une grande réputation, selon un rapport de Défense Express du 19 juillet. Cette seule unité du SBU a enregistré plus de 50 000 pertes parmi les troupes russes depuis le début de 2026. Il y a des soldats russes à éliminer. C'est l'équipe que l'Ukraine veut pour cette mission. Alpha n'a pas déçu. En utilisant 13 drones, l'unité Alpha a frappé à plusieurs reprises l'installation du FSB. Les agents du FSB qui prenaient le soleil au complexe hôtelier ont vu la chaleur grimper quand de grands incendies ont éclaté dans tout le complexe. Ce n'était pas leur idée de bronzer. Le complexe a été réduit en cendres en un clin d'œil. La supercherie du FSB était terminée. En parlant de la frappe, le SBU a été direct dans son évaluation. Les forces spéciales du Centre des opérations spéciales Alpha du SBU ont frappé avec succès le centre de coordination et l'emplacement des officiers du FSB qui étaient dans une des pensions de la région de Kherson, temporairement occupée. A-t-il été indiqué dans un message sur Telegram, ajoutant que la frappe s'inscrivait dans un plan de 40 jours pour le SBU, établi par le président Volodymyr Zelensky quelques semaines plus tôt. Nous reviendrons sur ce plan. Cela pourrait tout changer en Ukraine. Quant à ce que le SBU a détruit, cela reste à grande question.
De grands incendies sévissent actuellement dans la station balnéaire de Kherson. Nous savons aussi combien d'agents du FSB, le SBU, pensent étaient stationnés à la base de la station. Environ 100 membres du personnel et plus de 70 véhicules se trouvaient sur le territoire de l'installation. Beaucoup de ces agents du FSB ont probablement été victimes des incendies massifs. Et des véhicules ont également été détruits. L'Ukraine préfère éviter des conclusions précipitées dans ses rapports. Les dégâts sont encore en cours d'évaluation lors de la création de cette vidéo. Ce que nous savons avec certitude, c'est que l'Ukraine vient de porter un coup dévastateur au FSB, supposé regrouper des élites de l'armée et des services de sécurité russes. Nous savons aussi que l'Ukraine a visé un centre de communication, ce qui aura un impact sur la ligne de front à Kherson. Il semble probable que le FSB coordonne les assauts sur le front et organise des missions spéciales depuis sa résidence de villégiature. Plus maintenant. Le soleil et le sable ont été remplacés par des flammes brûlantes. Nous avons également des images de la frappe, publiées par le SBU sur X et Telegram. La vidéo confirme toutes les affirmations sur l'efficacité impitoyable de l'unité Alpha. Le SBU n'a pas révélé la date précise de la frappe, ni l'emplacement exact du complexe hôtelier. L'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, suggère que des images géolocalisées montrent qu'il s'agissait d'une région appelée Chaslustava, qui se trouve à environ 130 km de la rive ouest du fleuve Dnipro. Ce que nous savons, grâce aux images, c'est que le FSB semblait pratiquement sans défense dans sa base secrète. À plusieurs reprises, on voit des images filmées par un drone FPV qui s'écrase sur une partie de l'installation. Des bâtiments sont touchés, d'énormes explosions sont captées par des drones de reconnaissance, survolant la zone cible. On voit souvent les flammes d'une cible détruite alors qu'un drone fonce déjà vers la suivante. Un extrait de vidéo montre même des membres du FSB s'enfuyant pour sauver leur vie, alors qu'un drone arrive pour les éliminer. Il est improbable que ces membres du FSB aient survécu. La dernière séquence est la plus parlante. Un drone de reconnaissance survole le site endommagé, filmant les conséquences de l'attaque ukrainienne. Nous voyons des flammes partout. Des bâtiments entiers se sont transformés en brasiers. Aucun espoir de fuite pour le personnel du FSB piégé dans ces bâtiments. La station balnéaire est devenue un enfer. La Russie allait faire de ce lieu, censé apporter de la joie, un rouage immonde de la machine de guerre de Poutine. L'unité Alpha du SBU allait effacer tout ce qui rappelait encore une station balnéaire sur cette base. Plus personne n'ira en vacances dans ce coin de Kherson désormais. Et maintenant, ce qu'il reste du FSB dans la région doit se trouver une nouvelle planque. Quant aux drones utilisés par l'Ukraine, le SBU n'a rien révélé. Cependant, nous pouvons spéculer. En raison de l'ampleur des dégâts et de la puissance des explosions à chaque frappe réussie, il est probable que les drones FP-2 aient été l'arme principale pour dévaster la planque du FSB. Dans ce cas, ce drone aurait été le choix idéal. Ce n'est pas vraiment un drone FPV. Mais c'est pas exactement le type de drone à réaction que l'Ukraine utilise pour frapper des cibles en Russie. Le FP-2 est un mastodonte d'attaque intermédiaire, qui délivre une puissance de feu explosive à toute cible qu'il frappe. Développé par Firepoint et utilisé depuis 2025. Le FP-2 est un drone à voilure fixe qui atteint une vitesse maximale de 205 km/h et possède une portée opérationnelle d'environ 200 km. Idéal pour viser des cibles dans les territoires occupés, derrière les lignes ennemies. Le drone transporte une charge utile jusqu'à 105 kg. Et il peut également rester dans le ciel jusqu'à 2h30. Encore une fois, c'est parfait. Il faut 1 heure pour atteindre la portée maximale, puis il reste du temps pour ajuster avant d'atteindre la cible. L'unité Alpha maîtrise également très bien l'utilisation de ces drones. Une série de frappes menées en février le prouve. Alpha a détruit des dépôts de munitions et des postes de commandement derrière les lignes russes avec ses attaques. Ces frappes ne sont qu'un exemple de l'utilisation du FP-2 par le SBU. Il est donc logique que ce drone bien connu sème le chaos dans le complexe hôtelier, utilisé par le FSB comme base de communication. Peu importe le modèle, le drone a joué un rôle clé lors de la frappe contre le FSB. Et ce que l'unité Alpha vient d'accomplir pourrait avoir un impact énorme sur la guerre en Ukraine. Il y a plusieurs raisons à cela. Avant d'entrer dans le détail, petit rappel. Vous regardez les missions militaires. Si vous trouvez notre chaîne instructive, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour consulter plus d'analyses sur les récentes frappes ukrainiennes. La première des raisons que nous venons d'évoquer est quelque chose que nous avons mentionné plus tôt dans la vidéo. Cette frappe contre le FSB faisait partie de la campagne de 40 jours de frappe que Zelensky a annoncé en juin, visant à paralyser le potentiel militaire et économique de la Russie. Annoncé le 25 juin, cela signifie que nous avons dépassé la moitié des frappes. Cela inquiétera la Russie. L'Ukraine détruit de grands centres de communication du FSB, alors qu'elle n'en est qu'à la moitié de sa campagne.
Le Kremlin sera très préoccupé par ce que le SBU réserve pour le point culminant de cette campagne dangereuse. Quand on dit qu'elle est dangereuse, c'est dans le contexte où de nombreuses bases et équipements russes sont détruits. Zelensky a chargé le SBU de mener cette campagne de 40 jours, qui frappe surtout des cibles à l'arrière russe, avec des drones. L'Ukraine a donné un premier aperçu du type de cible visée lors de l'annonce de cette campagne par Zelensky, coïncidant avec des attaques contre un dépôt de pétrole dans le kraï de Krasnodar et des frappes sur 2 raffineries à Oufa, situées en République russe du Bachkortostan. Le message semble être que si c'est apporter des drones du SBU et que cela peut servir les objectifs de guerre de Poutine, alors c'est une cible. C'est du moins notre hypothèse. L'Ukraine a gardé secret les objectifs précis qu'elle souhaite frapper et les tactiques qu'elle utilisera, ce qui signifie que nous ne savons qu'après coup qu'une frappe faisait partie de la campagne de 40 jours. Et seulement si l'Ukraine choisit de révéler l'information. C'est intelligent. Ne laissez pas la Russie découvrir ce que vous préparez, avant que les agents du FSB ne soient en feu. Zelensky a choisi le SBU pour une raison très précise en annonçant cette campagne. Le SBU démontre depuis plusieurs mois les meilleurs résultats en matière de protection des positions de l'Ukraine sur le front, grâce à l'utilisation de drones de différents types. Le Centre des opérations spéciales, SOC Alpha, est le leader en termes de résultats pour la destruction du personnel et de l'équipement des forces occupantes, a-t-il déclaré lors de son annonce. Ainsi, l'unité Alpha dominait déjà en potentiel destructeur de l'Ukraine contre la Russie. Elle a ajouté un énorme trophée à sa collection, avec l'incendie de la base de villégiature du FSB. Nous constatons 2 choses dans cette campagne. Premièrement, l'Ukraine dispose d'un stock de drones si varié qu'aucun endroit à l'arrière russe n'est vraiment sûr. Que la cible se trouve en Ukraine occupée, ou en Russie même. Par exemple, la raffinerie d'Oufa se trouve à environ 1400 km de l'Ukraine. Et c'est la cible que le SBU a utilisée pour lancer la campagne de 40 jours. Kherson est bien plus proche évidemment, et c'est bien là le but. Si c'est une cible de grande valeur, dont la Russie a vraiment besoin, le SBU et l'unité Alpha disposent d'un drone pour la mission. La campagne de 40 jours montre combien le réseau de renseignement ukrainien s'est étendu. Rappelez-vous, le FSB devait se cacher dans la station balnéaire de Kherson. Il ne se cachait peut-être pas très bien, mais c'était censé être une base secrète. Le SBU l'a trouvée et l'a détruite. Il fait cela depuis des semaines, alors que cible après cible est frappée. Au-delà des cibles, le renseignement ukrainien impressionne par sa capacité à guider ses drones à travers les failles de la défense aérienne russe et à frapper à des centaines, voire parfois à des milliers de kilomètres à l'intérieur de la Russie. C'est un véritable changement de donne. Cela signifie que l'Ukraine en sait plus que la Russie ne le pense, et que rien à l'intérieur de la Russie n'est en sécurité. Cette campagne de 40 jours vise à affaiblir le potentiel militaire et économique de la Russie. C'est ce que fait le SBU. Militairement, le SBU frappe tout ce qui a un lien avec le commandement et la coordination russe. C'est ce que nous avons vu à Kherson. Un centre de communication hors service aura un impact majeur sur les forces russes en première ligne. Économiquement, le SBU cible des raffineries, dépôts de pétrole, centres de transport et pétroliers de la flotte fantôme en mer Noire et mer d'Azov. Cela représente du pétrole et du carburant que la Russie ne peut exporter. Même si ces produits étaient pour un usage domestique et non vendus à l'étranger, la Russie perd de l'argent. Le pétrole et le carburant brûlé doivent être remplacés, et cela ne coûte pas rien. Cette pression commence à porter ses fruits. La campagne de l'Ukraine contre le carburant russe a causé des pénuries en Russie et dans les territoires occupés, surtout en Crimée, qui est de plus en plus isolée. La campagne de 40 jours fait partie d'une opération de pression qui oblige Poutine à envisager ce qui attend ses soldats et son peuple cet hiver. Le carburant brûle maintenant, et l'Ukraine enchaînera avec des frappes contre les infrastructures énergétiques, à mesure que le temps se refroidira. L'Ukraine y trouve aussi son propre intérêt. L'Ukraine est un pays froid en hiver, et la Russie en a profité avec ses propres frappes contre le réseau énergétique ukrainien. L'hiver 2025 a été particulièrement difficile pour l'Ukraine, car les frappes russes ont coupé l'électricité et le chauffage pour de vastes pans de la population, souvent pendant plusieurs jours d'affilée. Pour l'Ukraine, exercer une pression maintenant pourrait porter ses fruits en forçant Poutine à la table des négociations, peut-être en évitant un autre hiver difficile. L'Ukraine mise sur les avantages de sa campagne de 40 jours. Elle devance la Russie technologiquement, comme le montre l'émergence de drones pilotés par l'IA. La défense aérienne par drone est aussi un atout pour l'Ukraine. Cette technologie prend de l'importance, et le SBU, surtout l'unité Alpha, montre comment l'utiliser. La poursuite de la campagne de 40 jours est une raison clé pour laquelle cette frappe pourrait être déterminante pour l'Ukraine. Une autre raison réside dans ce que l'Ukraine a frappé, le FSB. Le FSB est officiellement un organe exécutif fédéral, chargé de protéger la Russie. Les questions de sécurité nationale,
de lutte contre le terrorisme et de protection des frontières de l'État relèvent toutes de la compétence du FSB, comme la protection de Poutine face aux menaces réelles ou imaginaires que Poutine voit dans l'ombre. Aucune de ces missions ne vise à attaquer l'Ukraine, pourtant le FSB le fait. Cela marque un tournant par rapport à ce que l'organisation est censée faire. Le travail du FSB est plus trouble que ce que la Russie affirme. Grâce à un rapport d'août 2022 de Business Insider, nous savons que le FSB se préparait depuis au moins 2019 à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Il avait quintuplé de taille entre cette date et 2022. La défense des intérêts russes n'est pas le vrai but du FSB. L'agression contre l'Ukraine l'est, du moins aussi longtemps qu'il faudra à la Russie pour soumettre l'Ukraine. Depuis l'invasion de Poutine, le FSB est passé d'organisation civile à militaire. Le King's College de Londres précise que les agents du FSB ne seront pas en première ligne. Ils mènent des actions plus malveillantes, souvent loin derrière les lignes ukrainiennes ou russes. En Ukraine, le FSB envoie des espions pour découvrir tout ce qu'ils peuvent afin de soutenir l'effort de guerre russe. À l'arrière russe, aussi bien à l'intérieur de la Russie que dans l'Ukraine occupée, les agents du FSB s'engagent souvent dans ce que l'école appelle la filtration des citoyens ukrainiens. Il s'agit d'identifier des collaborateurs potentiels et de retirer de la rue toute personne pouvant représenter un danger pour la Russie. Le FSB recourt à la torture, extrait des données et inspecte les comptes sur les réseaux sociaux. Tout cela pour en apprendre plus et fournir des preuves soutenant ces fausses condamnations contre les citoyens ukrainiens. En résumé, le FSB est devenu un cancer en Ukraine. Son rôle est désormais d'être une force malveillante visant à nuire à l'Ukraine plutôt que de protéger la Russie. En détruisant l'installation du FSB à Kherson, l'Ukraine vient de porter un coup à l'une des organisations les plus obscures que la Russie fait opérer sur le territoire ukrainien. L'Ukraine espère que des agents du FSB ont été pris dans les flammes avec les bâtiments. Chaque agent éliminé est un espion russe professionnel, bien formé, très difficile à remplacer. Bien que la plupart de la centaine d'employés du complexe de Kherson aient survécu, ils ont perdu du matériel de communication et possiblement des données clés. Cela crée des opportunités pour l'Ukraine. Le FSB ne peut plus anticiper certaines frappes désormais possibles. Les plans d'assaut contre l'Ukraine sont partis en fumée. Pendant un certain temps du moins, le FSB est devenu un élément négligeable à Kherson. En parlant de cette région, partiellement occupée par la Russie depuis le début de l'invasion, l'Ukraine cherche à réduire au maximum l'efficacité de la Russie à Kherson. Éliminer la présence du FSB à Kherson est une excellente étape. C'est la dernière d'une série de mesures peu médiatisées que l'Ukraine a prises pour affaiblir la Russie à Kherson. Reuters a rapporté fin juin que le gouverneur fantoche de Kherson, Vladimir Saldo, a indiqué que les territoires occupés par la Russie étaient sans électricité suite aux frappes ukrainiennes sur les infrastructures liées au carburant et à l'énergie. Dans son rapport du 20 juillet sur l'état de l'offensive russe, l'ISW a indiqué qu'aucune source russe ou ukrainienne n'avait signalé de mouvement au sol à Kherson. C'est une bonne chose pour l'Ukraine. Cela suggère qu'on était déjà dans une impasse avant l'attaque contre l'installation du FSB. Maintenant, cette installation est hors service. L'Ukraine a peut-être créé des occasions de repousser. Cela a au moins fait gagner du temps pour renforcer les fortifications, tandis que les soldats russes au front paniquent et retardent des assauts, car la communication avec le FSB est coupée. Finalement, le SBU et son unité Alpha ont prouvé à la Russie qu'elle ne peut rien cacher à l'Ukraine. L'Ukraine découvrira toujours ce que la Russie tente de cacher. Environ 100 membres du FSB viennent de l'apprendre à leurs dépens. Ils profitaient d'une petite pause estivale agréable à Kherson, alors occupée, mais ils sont... Et l'Ukraine vient de leur rappeler de façon meurtrière. L'Ukraine repère souvent ce que la Russie tente de dissimuler, puis envoie des drones pour le détruire. Le même événement a eu lieu à Donetsk, quelques jours avant la frappe de Kherson. Là, la Russie dissimulait un dépôt de carburant dans une ancienne usine de béton. L'Ukraine l'a trouvé et a déclenché l'opération Enfer pour le détruire. Découvrez en plus en regardant notre vidéo. Si vous avez aimé cette analyse de la dernière victoire ukrainienne sur la Russie au sein du FSB, alors assurez-vous de vous abonner à l'émission Militaire pour découvrir ce que nous vous réservons ensuite. Et merci de nous avoir regardés.